Hop, bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez? Ok, super. En attendant que tout le monde arrive et qu'on commence, je vous propose un petit icebreaker qui est très simple. Le but, c'est de se présenter rapidement dans le chat et de partager un de vos jeux préférés. Puis si vous expliquez pourquoi, c'est encore mieux. Ça peut être un jeu vidéo, un jeu de société. Si vous n'êtes pas très jeu, ça peut être une activité que vous appréciez, je sais pas, du sport, le jardinage, une activité artistique. Le loup-garou pour le rôle de la petite fille. Ok, ça marche. Rémi, Florent, n'hésitez pas à vous prêter au jeu aussi dans le chat si vous avez envie. Alors on a le géocaching avec les enfants. Time's up. Bonjour Mélanie. Petit exercice de présentation dans le chat. Se présenter et puis partager un jeu préféré dans le chat. Alors on a Romain, ingénieur pédagogique, qui partage les Chevaliers de Baphomet, un jeu vidéo d'enquête. Ok, je connais pas. Seven Wonders de Rémi. Ok, ouais, j'y ai joué le week-end dernier justement. Ah, World of Warcraft. Bientôt la nouvelle extension. Je sais pas si tu le joues encore, mais voilà, la nouvelle extension, c'est la semaine prochaine. La pétanque, Codename, ok. Oh, c'est bien, il y a de la variété, c'est cool. Bon, bah, génial. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette petite introduction. On va vous laisser répondre, mais je vais juste introduire l'atelier, puis le contexte, et puis ensuite, je laisserai la parole à Alexandre. Du coup, merci beaucoup pour votre participation. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à des ateliers collectifs, mais on organise donc le pôle accompagnement et innovation de BPI France, ce type d'atelier une fois par mois, une fois tous les 1 mois et demi environ. L'idée, c'est de vous présenter des thématiques liées à l'innovation qui peuvent vous aider, ensuite de vous donner un petit peu les clés sur comment vous faire accompagner sur ces thématiques-là. Aujourd'hui, la thématique, c'est la gamification. C'est toujours un gros challenge d'engager ses utilisateurs, que ce soit ses collaborateurs dans les process ou ses clients pour les fidéliser notamment. Et du coup, vous pouvez avoir pour ça recours à la gamification. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Alexandre Duhart, qui est expert en gamification, qui est cofondateur de Feedback, qui est une agence justement pour accompagner les entreprises pour mettre en place des solutions de gamification. Et on reçoit aussi Florent Genoux, qui est délégué innovation à Grenoble et du coup qui va pouvoir vous présenter aussi toutes les solutions de financement qui peuvent vous aider à financer ce type de projet. Si vous avez des questions tout au long de l'atelier, n'hésitez pas à les poser dans le chat et du coup on les relayera et on va essayer de faire un format un peu interactif où on pose les questions au fur et à mesure. Et puis voilà, à la fin de l'atelier, je vous partagerai un petit questionnaire très court pour avoir un petit peu vos retours et pour voir si ça vous a aidé. Et si vous avez, si vous voulez vous faire accompagner, si vous voulez aller plus loin sur la thématique, on vous donnera tous les contacts à la fin pour que ce soit possible. Et du coup, je te laisse la parole, Alexandre. Ok, ça marche. Bah, merci en tout cas pour l'intro, et puis on est parti. Hop, donc juste pour ceux qui le souhaitent, il est encore possible de partager votre jeu préféré, expliquer un petit peu pourquoi dans le chat. C'est un icebreaker que je fais régulièrement en intervention parce que ça me permet de connaître un petit peu la culture ludique des personnes avec qui je vais échanger et j'ai l'impression que vous avez une culture très variée, donc c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. De mon côté, donc, comme le disait Rémi, je suis Alexandre Duhart, cofondateur de Feedback, agence de gamification. On travaille pour des structures très variées, mais qui ont pour point commun des problèmes d'engagement qu'ils cherchent à résoudre. Et donc, on les accompagne pour comprendre un petit peu pourquoi il y a des problèmes d'engagement, et on utilise la gamification comme outil principal pour y répondre. On travaille sur des projets qui sont numériques, qui sont physiques, il y a un petit peu de tout, donc n'hésitez pas à poser des questions. Si vous n'êtes pas sûr que la gamification apporte quelque chose à votre sujet, simplement demander, puis on peut y réfléchir en live également.
Et pour partager un jeu préféré, je vais dire World of Warcraft aussi, j'ai plus le nom. Ah si, c'était Hugo qui peut partager ça, et pourquoi? Tout simplement pour le côté social. C'est un jeu de rôle en ligne avec, plein d'autres joueurs et c'est super chouette de passer des soirées à jouer dessus, avec, des potes et se faire d'autres potes, tout simplement. Et en dehors du coup de, notre activité un peu d'accompagnement classique, on va dire, pour des entreprises qui ont besoin de gamification, chez Feedback, on a développé un autre volet, de notre activité autour de la démocratisation de la gamification. Donc le but, c'est de donner, des clés de compréhension et des outils pour permettre à d'autres personnes de faire de la gamification sur leurs projets en autonomie. Pour ça, il y a notamment les Gamificards, donc je vais pas mal parler, aujourd'hui, qui sont un jeu de cartes qui permet de générer plus facilement des idées de gamification. Alors je vous montre, hop, à l'écran rapidement, mais je vous mettrai un lien. Il y a une version, téléchargeable en PDF qui vous permettra de tester si vous avez envie, après l'intervention. Et j'ai aussi, oui, écrit un bouquin, qui s'appelle «La boîte à outils de la gamification», qui permet de, mettre tout simplement un peu plus de matière et de contenu autour des éléments de la gamification. Ça peut vous aider à piocher certaines briques de gamification et les appliquer à votre projet. Rentrons, si vous le voulez bien, dans le vif, du sujet, par, cette question qui est: qu'est-ce que la gamification? Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont présents, qui ont déjà un peu, une vision de ce qu'est la gamification, qui ont envie de partager, peut-être quelques mots ou une définition? Je vois qu'il y a quelques personnes qui tapent dans le chat. Chloé qui dit: «Rendre une expérience ludique». OK. Une forme de ludification. Oui, gamification, ludification, les 2 termes sont souvent utilisés de façon un peu interchangeable. J'avoue que vous m'entendez là? J'ai l'impression que le micro avait C'est lâché. bon. Ouais, c'est bon? Ah, c'est mon micro qui s'est coupé tout seul. Du coup, oui, gamification, ludification, j'utilise seulement gamification. Ludification, c'est plutôt utilisé par les Québécois et les personnes dans le monde plutôt universitaire, mais c'est plutôt interchangeable comme terme. On a Romain qui dit: «Utiliser des mécaniques de jeu pour engager des utilisateurs lors d'une activité». Ouais, j'aime bien cette présentation. Les mécaniques de jeu dans le business. Oui, effectivement, vu que là, on est plutôt dans le business, c'est ça. Rendre ludique et créer l'engagement. J'aime beaucoup le terme, engagement. Pédagogie par le jeu, dit Sabine, et plus gain, classement, ouais, ça peut être des exemples effectivement de gamification. Complètement. Créer une motivation pour réaliser une activité, un apprentissage. Ouais, j'aime bien cette, définition aussi. Générer des émotions pour engager. OK. Bah, je vous propose, la définition que nous on utilise chez Feedback. Il y a pas besoin de prendre des notes ou quoi, hein, vous aurez le replay et je m'arrangerai avec, Rémi pour vous partager les slides également. Mais pour nous, du coup, la gamification, c'est une méthode qui consiste à appliquer des éléments ludiques à des processus, des applications, des situations concrètes, afin d'atteindre des objectifs spécifiques. Il y a 3 termes qui sont en gras et qui sont importants. Le 1er, c'est méthode. C'est un terme qui est souvent, oublié dans les définitions, mais en fait, la méthode, c'est quelque chose d'assez important. C'est-à-dire que la gamification, il y a des étapes un peu clés qui vont permettre d'assurer de plus facilement arriver à un succès. C'est pas juste, du coup, une question de créativité et de connaître plein de jeux ou d'éléments ludiques. Le volet, mécanisme ludique que vous voyez en gras, vous l'avez tous cité, dans vos propositions et c'est aussi pour ça que je vous demandais un peu vos jeux préférés tout à l'heure. C'est qu'en fait, il y a plein d'éléments ludiques qui font qu'on est engagé dans les jeux et puis, World of Warcraft, ça fait partie des jeux très, très engageants justement et en fait, on va du coup essayer de les transposer sur des situations qui nous intéressent. Alors j'ai vu, parler d'apprentissage, de situations business. Effectivement, la gamification, elle va pouvoir s'appliquer à plein de secteurs différents, de l'entreprise et en fonction de vos sujets et en fonction de là où vous avez besoin d'engagement, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc c'est pas forcément que pour les entreprises, c'est pas forcément que pour l'apprentissage, mais il y a, voilà, pas mal de situations qui collent là-dedans, effectivement. Enfin, dans la définition, il y a un 3e terme qui est en gras, c'est le terme objectif spécifique. Je pense que c'est quelque chose d'important à mettre dans la définition parce que quand on fait de la gamification, on le fait pas simplement pour le fun. Le but, c'est pas juste que les personnes, qui vivent l'expérience après, elles s'amusent, mais c'est d'atteindre nos objectifs spécifiques et ces objectifs-là, du coup, c'est des choses qu'il faut fixer en amont de la gamification et qui vont nous permettre d'avancer dans la bonne direction quand on fait de la gamification aussi. Quelque chose qui est assez important parce que si on fait de la gamification juste pour le fun, il y a des chances en fait qu'on n'arrive pas trop à atteindre nos résultats et qu'en fait la gamification du coup soit
pas très efficace. Ce qui serait dommage si on a investi des efforts et de l'argent dessus. La gamification, c'est en fait quelque chose d'assez stratégique qui va nous permettre de générer de l'engagement. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont parlé d'engagement. La gamification, en fait, si vous n'avez pas envie d'utiliser le terme ou si vous avez des interlocuteurs, parce que ça arrive, qui n'aiment pas le terme parce qu'ils ont l'impression que le jeu ou la gamification, c'est pas adapté à l'entreprise, vous pouvez parler d'engagement. Ça marche très bien aussi, parce que la gamification, dans tous les cas, elle est là pour travailler l'engagement. Une question qui nous arrive très souvent et du coup, j'y réponds dès maintenant, c'est: est-ce que la gamification, c'est un jeu? Est-ce que c'est faire des jeux, ce genre de choses? Du coup, pas tout à fait. Il y a quelques nuances et je pense que c'est important de les avoir en tête. La gamification, donc comme je vous l'ai dit, on a une méthode pour intégrer des éléments ludiques sur une situation concrète. Donc on cherche vraiment à changer les comportements de la personne directement et il y a une approche qui est différente, qui est l'approche des serious games. Alors les serious games, en gros, c'est des jeux sérieux, donc ça veut dire que c'est des jeux dans lesquels il y a des éléments, qui sont introduits en plus, qui sont des éléments pédagogiques, ça peut être des éléments marketing, ça peut être des éléments de sensibilisation. C'est des éléments qui sont en plus et qui vont transformer un peu le message que porte le jeu. Mais in fine, c'est vraiment un jeu. Donc on pourrait très bien faire, je sais pas, un Seven Wonders dans le monde de l'écologie, où on va, du coup apprendre qu'il y a des solutions qui sont plus intéressantes pour le futur et qui sont plus écologiques. Peut-être qu'on va faire un jeu de rôle autour de, je sais pas, l'éco-conduite, qui va nous apprendre aussi à des bonnes pratiques sur l'éco-conduite et cetera. Mais in fine, en fait, on apprend des choses aux joueurs et peut-être qu'en sortant du jeu, ils vont changer les comportements. Dans la gamification, c'est une approche un peu plus directe, on va essayer de changer les comportements directement des gens, avec quelque chose qui est pas donc un jeu, mais plus qui est des éléments ludiques. Donc par exemple, si vous mettez en place des challenges, c'est une forme de gamification et ça peut motiver davantage les gens à faire des actions. J'aurai des exemples un peu plus tard pour détailler tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pardon, à faire effectivement un petit message dans le chat. La gamification et les serious games, c'est deux choses qui sont du coup quand même un peu proches. Il y a du jeu et du sérieux. C'est juste que c'est pas tout à fait la même méthode, c'est pas forcément les mêmes enjeux et c'est pas forcément non plus les mêmes budgets. Généralement, créer un jeu qui fonctionne et qui est bien et qui en plus a des vertus pédagogiques ou de marketing, ça coûte relativement cher. Parfois, la gamification peut permettre d'être beaucoup plus sobre. Les deux peuvent aussi se combiner très bien. Il y a pas de souci. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette notion particulière. Alors, pourquoi c'est important la gamification? Pourquoi on en parle de plus en plus? Pourquoi on en parle ici, du coup, pendant un atelier avec la BPI? Il y a plein de raisons différentes. Une des raisons qui explique l'importance de la gamification de nos jours, c'est, d'une part, tout simplement, la montée un peu en puissance, des jeux. Là, vous avez quelques stats sur la pratique du jeu vidéo en France. Alors, elles datent de 2020, mais elles sont à peu près stables en ce moment. Comme vous le voyez, la moyenne d'âge des joueurs réguliers de jeux vidéo en France, c'est 39 ans. Donc on est assez loin des clichés qui pourraient dire que ceux qui jouent la moyenne d'âge, c'est 15 ans, 20 ans, c'est les étudiants, ce genre de choses. Non, on a une moyenne d'âge de 30 ans. On a quasiment une égalité homme-femme. Et on a 50% des Français entre 10 et 65 ans qui jouent régulièrement. Jouer régulièrement, ça veut dire au moins une fois par semaine, peu importe le support, ça peut être console, ça peut être PC, ça peut être smartphone. Du coup, en fait, on a de plus en plus de gens qui jouent aux jeux vidéo et qui sont donc habitués à des mécanismes de jeu et qui donc ne sont pas nécessairement surpris, voire qui apprécient avoir ces éléments ludiques sur d'autres supports et qui vont les trouver engageants ou qui vont les trouver tout simplement plus, plus classiques, plus normales. C'est un peu comme quand Apple ou Google lancent une nouvelle mode, un nouveau fonctionnement sur l'expérience de leur smartphone, forcément, toutes les autres applications vont s'en inspirer parce que si vous avez déjà l'habitude de la vivre ailleurs, vous gagnez du temps sur l'explication de ces nouveaux mécanismes. Une autre des raisons de ce succès de la gamification, c'est tout simplement que, comme le disait Rémi, en fait, on a de plus en plus de mal à engager les personnes sur tout un tas de sujets. En fait, on est de plus en plus sollicité, en ligne, il y a plein de notifications, de séries, de jeux. De façon générale, en fait, notre attention est, une ressource finie et il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à l'atteindre et du coup, toutes ces structures, Netflix, les GAFAM et cetera, ils mettent en place plein de techniques pour aller chercher notre attention, notamment de la gamification, mais ils s'intéressent aussi aux sciences cognitives et cetera et du coup, nous sommes de plus en plus happés par ces, services-là et donc, en fait, quand on est,
je sais pas, une collectivité qui a envie de faire passer un message à ses citoyens, quand on est une entreprise qui a envie de motiver ses collaborateurs ou ses clients. En fait, on se rend compte que c'est devenu de plus en plus compliqué, à la fois parce que leur attention est limitée, mais aussi parce que de toute façon, il faut faire des choix. L'attention, des personnes qu'on cherche à toucher, elle s'attend de plus en plus à des hauts standards, on va dire, en termes d'interface, en termes de sollicitation et cetera, et donc si on propose quelque chose qui est un peu, en dessous des standards, bah, assez vite les personnes perdent patience et se déconnectent. Donc on a vraiment ces 2 facteurs-là qui font que la gamification, c'est un outil qui va permettre de générer de l'engagement et qui est plutôt efficace en ce moment parce que, bah, voilà, il y a de plus en plus de gens aussi qui sont sensibles aux éléments, ludiques. Donc ça, c'est une question. Alors je vois dans le chat qu'il y a une question, je vais peut-être la prendre avant de continuer. Quel est le business model du point de vue marketing de la gamification? Comment l'entreprise ou l'organisation peut-elle compter en termes de création de valeur et de rentabilité avec la gamification? Eh ben, c'est une bonne question. Je vous mettrai quelques exemples, hein, qui vous donnent, des usages de la gamification par des entreprises. Je vous parlerai aussi de quelques entreprises que j'ai accompagnées. Ça vous permettra de voir un petit peu, mais grosso modo, la gamification, elle sert à augmenter l'engagement des personnes. L'engagement est généralement, assez proche de, bah, est-ce que les personnes, elles ont envie de continuer, je sais pas, à aller au cinéma? Est-ce qu'elles ont envie de continuer à être abonnées à tel, service? Est-ce qu'elles ont envie d'acheter et cetera? Donc en fait, la gamification, elle intervient sur plein de sujets différents, en fonction de justement où vous avez besoin, vous, en tant qu'entreprise ou structure, de façon générale, d'avoir, des personnes engagées. Une question, un peu complémentaire, c'est, comment on fait du coup pour, faire de la gamification sur ces projets et comment on fait aussi pour savoir quel type d'éléments ludiques on a envie d'intégrer dans un projet? Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure avec les jeux que vous avez partagés dans le chat, plein de jeux différents, qui reposent pas du tout sur les mêmes, mécanismes ludiques, donc il y a des choix à faire sur son projet parce qu'on va pas pouvoir tout faire. Nous, chez Feedback, on utilise, un modèle qui s'appelle les 9 leviers d'engagement. L'idée, c'est d'avoir 9 catégories sur lesquelles on va pouvoir jouer pour faire de l'engagement auprès d'un public donné. Donc peut-être qu'on va jouer sur la compétence et maîtrise, peut-être qu'on va jouer sur la curiosité, peut-être qu'on va jouer sur l'immersion. On va généralement pas jouer sur toutes, on va peut-être en jouer sur 2, 3, quelque chose comme ça. Et c'est en connaissant en fait les leviers de votre public que vous allez pouvoir du coup adresser les bons leviers. Donc je vais donner un petit exemple pour que ce soit un peu plus concret. Hem, il y a 2 applications de running dont j'ai envie de vous parler. Donc à gauche, vous avez ZombieRun, à droite, vous avez Ignite+. Ces 2 applications de running, en termes d'objectifs d'engagement, elles ont grosso modo le même objectif. Elles ont envie que leurs utilisateurs utilisent l'application de façon régulière et fassent du coup de la course à pied de façon régulièrement également. Du coup, on va se demander comment ils choisissent leur levier d'engagement et qu'est-ce que ça donne? Le premier exemple, c'est, Nike+. Nike+, j'aurais pu prendre Strava, j'aurais pu prendre Runtastic ou n'importe quelle autre, app de running. D'ailleurs, je sais pas si vous faites des apps enfin, si vous faites du running, si vous utilisez une app, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Mais en gros, la plupart, elles fonctionnent de la même façon en termes de gamification, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'éléments qui sont autour du dépassement de soi. C'est pour des personnes qui ont envie de courir davantage, donc on va avoir, des calories, dépensées, on va avoir le temps de course, enfin le dénivelé et cetera. On va avoir pas mal de fonctionnalités sociales, notamment autour des classements. On va pouvoir se comparer, à ses potes, on va pouvoir se comparer aux meilleurs, on va pouvoir partager nos courses sur les réseaux sociaux, on va pouvoir, faire des encouragements et cetera. Donc en fait, si on regarde les leviers d'engagement, on est sur compétences et maîtrise, vraiment le dépassement de soi, s'améliorer et on est, pas mal sur influence sociale aussi, tout ce qui est, du coup, à la fois, «collaboration» entre guillemets parce qu'on se motive en allant courir à plusieurs et compétition, du fait de se comparer aux autres. Et vu que la plupart des applications de running, je vous disais Runtastic et cetera, utilisent à peu près les mêmes leviers, on pourrait se dire c'est la recette miracle, pour faire de la gamification dans le running, voire même dans le sport, hein, c'est le truc qui marche le mieux et c'est la seule façon de faire. En fait, pas vraiment. Il y a une application donc qui s'appelle ZombieRun, qui est une application qui est, de running aussi, mais qui est complètement différente en termes de stratégie d'engagement. C'est-à-dire qu'eux, ils ont construit une application où quand on court avec les écouteurs et on évolue dans un monde plein de zombies. Donc on a, beaucoup de narration, parce qu'en fait, on nous raconte une histoire au fur et à mesure qu'on court. On va se déplacer un peu en fonction d'endroits stratégiques, dans le jeu et cetera. On va récolter, des éléments au fur et à mesure qu'on court, de façon automatique, hein, il y a pas besoin d'utiliser le téléphone en même temps, il faut juste courir et de temps en temps, par exemple, on va avoir des zombies qui se rapprochent, donc on va les entendre se rapprocher derrière nous avec les écouteurs et il va falloir courir plus vite pour ne pas se faire attraper et donc ne pas perdre les éléments qu'on a ramassés, depuis le début de la course.
Donc en fait, on a une application qui, certes, donne quelques stats, hein, sur la performance sportive, mais très peu. Et c'est pas ça qui va motiver du coup les utilisateurs à utiliser ZombieRun, c'est plutôt vraiment cet élément de narration, un peu de curiosité, et cetera. Donc en fait, si on regarde les leviers d'engagement, on est beaucoup plus sur l'immersion, curiosité, imprévisibilité, on a un peu d'aversion à la perte parce qu'on n'a pas envie du coup de perdre les choses qu'on a récoltées, et cetera. Mais on a une app qui est complètement différente. Et ce qui est intéressant, en fait, avec ZombieRun, c'est de montrer qu'il n'y a pas du coup une façon de faire de la gamification, il y a plein de façons de faire de la gamification. La question, c'est vraiment à chaque fois à qui on s'adresse. Avec Plus, il s'adresse à des sportifs, des gens qui aiment bien le sport, qui aiment bien la course et qui ont envie de s'améliorer. Du coup, le fait de focus leurs éléments d'engagement sur ces techniques de dépassement de soi, des challenges, des classements, etc., ça fonctionne très bien pour eux. Alors que sur ZombieRun, on est face à des gens qui ont envie de courir pour avoir une activité sportive, pour sortir un peu, pour perdre du poids, etc. Mais c'est pas forcément des gens qui aiment bien courir. Ils n'ont pas envie de courir pour courir, et du coup, ils ont besoin de quelque chose qui détourne leur attention. Et donc, avec cette technique de narration, ça fonctionne très bien. Donc tout ça pour illustrer un petit peu le fait qu'il y a plusieurs façons d'utiliser la gamification, et nous, on utilise donc les 9 leviers d'engagement pour justement choisir un peu dans quelle direction on part. Voilà. Est-ce que vous avez des premières questions là-dessus? Ou est-ce que je continue? Chloé qui dit: «Génial comme découverte de l'app». Ouais, ZombieRun, c'est vraiment très marrant à utiliser. Seul défaut, c'est que je pense qu'elle est toujours qu'en anglais, parce que, bah, voilà, elle est faite par, je sais plus si c'est des Américains qui la font, mais elle est utilisable en France, hein, c'est pas un souci, mais c'est juste que du coup les voix sont en anglais. Donc pour continuer un petit peu dans la présentation, je vous propose quelques exemples d'entreprises qui utilisent avec succès la gamification, et comme ça fait lien avec le côté un peu business de pourquoi on fait de la gamification. Je vais essayer de pas être trop lent sur les exemples, histoire qu'on ait le temps un peu de discuter à la fin aussi. Donc j'ai des entreprises de tout secteur. En vrai, il y a quand même plus d'exemples dans le numérique, hein, comme vous allez le voir, tout simplement parce que c'est un peu plus simple d'avoir des captures d'écran qui montrent spécifiquement le truc que j'ai envie de montrer. Mais la gamification s'utilise très bien dans le physique aussi, sur des parcours de recrutement par exemple, ce genre de choses. Donc le premier, et je pense que ça vous le connaissez tous, LinkedIn et la barre de progression. Donc ça, c'est une barre de progression qu'on retrouve sur le profil quand on crée un profil sur LinkedIn. Anciennement, on avait, ce que vous voyez, à droite, la sorte de barre, la sorte de boule qui se remplit, qui change de couleur en fonction de la force de votre profil. Ça a changé il y a quelques années pour ce que vous voyez à gauche, qui est du coup une barre de progression beaucoup plus lisible. Barre de progression, c'est un truc assez classique dans la gamification. Le but, c'est de montrer à l'utilisateur où il en est dans sa progression, vers un objectif donné. Ça marche assez bien, notamment parce qu'on a tendance à se rappeler un peu plus des choses qu'on a commencé mais qu'on n'a pas terminées. Donc le fait de laisser la barre de progression à moitié complète, ça donne envie d'y retourner et de faire les tâches pour qu'elle arrive au bout, tout simplement. Ce qui est intéressant dans la barre de progression de LinkedIn, c'est que LinkedIn, en fait, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de personnes qui venaient sur LinkedIn une première fois, qui créaient leur compte, qui le remplissaient à peu près, et qui revenaient plus jamais parce qu'ils imaginaient LinkedIn comme une CVTech. Sauf que LinkedIn, c'est pas une CVTech, c'est un réseau social. Un réseau social, ça a besoin d'utilisateurs actifs, notamment pour son business model. Le business model, c'est les abonnements et la pub. S'il y a personne qui vient sur le site, personne prend d'abonnement, et puis la pub, bah, elle est vue par personne, donc ça rapporte rien non plus. Et du coup, ils ont identifié avec leurs données qu'il y avait des utilisateurs qui revenaient régulièrement, et ils ont regardé ce qu'ils faisaient en fait ces utilisateurs-là, comparés aux utilisateurs qui revenaient pas. Et donc ils ont en fait tout simplement mis une barre de progression en place avec des call to action pour expliquer, tout ce qu'il fallait faire, pour que les utilisateurs non actifs, en fait, ils fassent la même chose que les utilisateurs actifs. Et en fait, du coup, cette barre de progression, elle sert simplement à ça. Elle sert à guider l'utilisateur jusqu'à ce qu'il comprenne un peu c'est quoi la valeur de LinkedIn en tant que réseau social, et du coup qu'ils reviennent dessus. Donc c'est quelque chose qui est assez simple en fait, juste une barre de progression, mais bah, vous voyez, a priori, c'est quelque chose qui marche bien, dans le sens où ils avaient une première version, ils ont fait une version améliorée. J'avais des stats, je crois que ça parlait de +30 ou +40 de personnes qui complétaient leur profil. Le problème, c'est que j'ai pas pu trouver la source, c'était un article qui mentionnait ça. Toujours un peu le défaut de ce genre de choses, on a du mal à trouver les vraies stats derrière, mais voilà, ça donne quand même un exemple et ça explique un petit peu pourquoi ils l'ont utilisé. Maintenant, les barres de progression, c'est très, très classique dans les premiers pas des applications, des plateformes, et cetera. Donc voilà pour un premier exemple. Deuxième exemple que vous connaissez, je pense également, c'est Blablacar et son système de statut. Blablacar, un des problèmes qu'ils ont eu, c'est bah, tout simplement, c'est compliqué de démocratiser
le covoiturage quand le message, c'est de dire vous allez voyager dans la voiture de personnes que vous connaissez pas, alors que ça fait des années que tout le monde dit il faut pas monter dans les voitures des inconnus, etc. Enfin, quand j'étais petit. Et du coup, comment Blablacar résout ça? Blablacar, il se place en tiers de confiance. Il va dire les deux utilisateurs qui vont voyager ensemble, moi j'ai vérifié leur profil, ils sont aptes à voyager, il va pas y avoir de problème, etc. Et pour faire ça, ils peuvent pas juste, se baser, voilà, sur, quelques critères, non définis. En fait, ils ont mis en place un système qui permet d'identifier, voilà, des critères. Donc, le fait d'avoir, vérifié les emails, ça permet d'être débutant. Mais pour être ambassadeur, qui est le niveau le plus, élevé et le plus compliqué à avoir, il faut avoir 12 avis reçus, plus 90 des avis qui soient positifs. Il faut être depuis 12 mois sur la plateforme. Enfin voilà, il y a plusieurs critères et en fait, ces systèmes-là, ça s'appelle des statuts. Les statuts, c'est des éléments qui vont, en fait, transmettre beaucoup d'informations via un mot ou un logo dans une communauté. En dehors de la communauté, ça sert à rien. Si vous dites que vous êtes ambassadeur, je ne sais pas, au prochain, apéro, de start-up ou quelque chose comme ça où vous allez, les gens, je pense, ils s'en foutent un petit peu. Mais si vous êtes ambassadeur sur Blablacar, ça a de l'importance parce que ça veut dire que vous êtes un utilisateur fiable et ça veut dire que, du coup, vous pouvez avoir confiance dans cet utilisateur et vous allez pouvoir voyager avec lui. Donc c'est quelque chose qui a servi à démocratiser le covoiturage à un instant, donné il y a quelques années. Encore maintenant, le fait d'être ambassadeur, c'est utile chez Blablacar parce que les conducteurs de voitures qui sont ambassadeurs, s'ils complètent un voyage, ils ont 50 plus vite que les autres la voiture remplie. Donc c'est quand même quelque chose qui va, à la fois, comme vous le voyez, rassurer les autres et du coup, ils vont te sélectionner en premier, mais en plus, c'est un avantage pour eux d'être ambassadeurs du coup, parce qu'ils remplissent plus vite leur voiture, donc c'est quand même plutôt intéressant. Là, on a un mécanisme de gamification qui servait à un usage, à un instant T, qui maintenant c'est un usage un peu différent, mais qui est toujours utile. C'est plutôt sympa. Un exemple, complètement différent, on a Lilo. Je sais pas si vous connaissez Lilo? N'hésitez pas à me dire dans le chat, ou peut-être Ecosia, c'est un peu dans le même état d'esprit. En gros, c'est des moteurs de recherche, qui sont engagés. Donc Lilo, c'est un moteur de recherche français qui finance gratuitement des projets de votre choix. Gratuitement, c'est-à-dire que quand vous faites une recherche sur Lilo, il y a une partie de l'argent, lié aux pubs et cetera qui va à Lilo et une partie qui est reversée vers un projet que vous avez sélectionné. Donc, en gros, Lilo, il donne du sens à votre recherche sur internet, ce qui était pas trop le cas avec Google avant. C'était efficace, mais il y avait pas spécialement de sens derrière. Lilo, ce qui est super intéressant, c'est qu'en plus de donner du sens, il le matérialise. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire: «Oui, bien sûr, on finance des projets, regardez pas trop, mais on finance, t'inquiète». Non, il vous donne en fait une goutte d'eau à chaque recherche que vous faites. Donc vous avez un feedback à chaque recherche et vous allez voir du coup que votre quantité de gouttes d'eau, elle s'accumule et quand vous avez envie, en fait, vous versez les gouttes d'eau sur le projet de votre choix. Ce qui est super intéressant, c'est que du coup, ça permet de rester concret, ça permet de rassurer l'utilisateur à chaque recherche sur le fait qu'il y a bien un impact derrière positif. Et ce qui est, assez marquant, je trouve, c'est que Lilo, en fait, c'est pas un moteur de recherche à proprement parler, c'est plus une surcouche sur un moteur de recherche existant. C'est-à-dire que Lilo, ça fonctionne avec Bing. En Europe, Bing, c'est considéré comme un navigateur, un moteur de recherche, pardon, assez pourri, hein, comparé à Google et pour autant, grâce à Lilo, il y a de plus en plus de personnes, du coup, qui utilisent Bing, parce que ça leur permet d'avoir, un peu plus de sens dans leur recherche informatique. Donc c'est assez marrant de voir qu'on peut, voilà, trouver des techniques un peu différentes de gamification. On n'est pas obligé de s'être sur des barres de progression, des badges et cetera. Des fois, donner davantage de sens, ça fonctionne bien aussi pour engager les utilisateurs. Encore un petit exemple, Duolingo. Duolingo, je trouve que c'est assez important d'en parler. C'est une application qui, permet d'apprendre les langues gratuitement et c'est un des exemples les plus connus dans le monde de la gamification parce que c'est le plus cité, parce qu'en fait, ils en font vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de la gamification. Si vous avez, pas testé encore, je vous conseille vraiment de télécharger l'app ou d'aller sur la plateforme web, parce que ça prend pas longtemps. Il suffit de faire les premières minutes, premiers pas sur l'application et vous allez voir, il y a plein de gamification partout, donc c'est quand même assez cool quand on s'intéresse à la gamification d'aller voir ça. Là, ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, dans leur cas, c'est qu'ils ont, un fonctionnement autour des challenges qui est assez bien fait. C'est-à-dire qu'une application d'apprentissage des langues, c'est un énorme challenge, c'est compliqué, c'est démotivant, ça prend du temps et eux, du coup, ils ont cassé ça en plein de micro-challenges qui sont du coup plus accessibles et sur lesquels on va pouvoir, féliciter l'utilisateur, le récompenser.
va pouvoir lui dire: «Regarde, ça fait 5 jours d'affilée que tu as atteint tes objectifs, si tu continues comme ça, tu vas y arriver». Et en fait, c'est vraiment cette notion de retravailler les challenges et les récompenses qui fait, je pense que Duolingo, fonctionne bien. Après bon, il y a plein d'éléments de gamification autres qui viennent, contribuer un petit peu aussi, hein, mais vraiment ce focus-là, je trouve ça, spécialement intéressant. Une autre façon de voir un peu la gamification, et je crois que c'est le dernier exemple, sur cette partie-là, Airbnb et la rareté. Airbnb, donc tout le monde pareil, j'imagine connaît, c'est une, plateforme qui permet de faire, la location de biens immobiliers sur, courte période, voilà, entre pairs et cetera. Ce qui est intéressant, c'est que, de base, les biens qui sont sur Airbnb sont uniques, donc par essence, ils sont rares. Mais Airbnb fait le choix de mettre en avant cette rareté. Alors, vous avez quelques captures d'écran, hein, des messages qui peuvent dire donc «C'est une perle rare», 14 autres personnes regardent aussi ces dates-là et cetera. En fait, tout ça, c'est fait pour augmenter la perception de la valeur qu'on peut avoir de ces biens-là, en incitant du coup les utilisateurs à réserver plus rapidement. C'est un truc qui est pas mal utilisé dans les jeux aussi, hein, d'augmenter la valeur, perçue de certains objets, de certaines montures sur World of Warcraft par exemple ou ce genre de choses, parce qu'en fait, tout simplement, on va y accorder plus d'importance. Là où je trouve que Airbnb le fait plutôt bien, c'est que, contrairement, à certaines plateformes e-commerce qui peuvent utiliser les mêmes leviers de façon un peu, non éthique, dans le sens où parfois ça va être, pas forcément corrélé à des stocks ou à des informations qui sont vraies, par rapport à la plateforme. Ici, Airbnb, j'ai l'impression que c'est vraiment le cas et du coup, c'est un peu plus utile pour l'utilisateur d'avoir ces infos-là parce que ça permet de faire des choix intelligents. C'est-à-dire que, par exemple, si 70 des logements de 5 terres qui sont déjà réservés aux dates que j'ai sélectionnées, bah, si j'ai un déplacement pro à faire, à 5 terres, ça m'intéresse de savoir qu'il y en a effectivement un peu moins et qu'il faut que je me dépêche donc de réserver. Ce qui est un peu moins le cas quand on commande par exemple un livre sur, je sais pas, Amazon ou truc comme ça, alors qu'en fait, ils ont un stock, sans souci, qu'on va juste perdre, quelques heures ou une journée, en termes de délai de livraison. Pas forcément, le même intérêt en termes de technique. Ah, un dernier exemple surprise, j'avais, oublié celui-là. Ma petite planète. Ma petite planète, je sais pas si vous connaissez? C'est inspiré, du principe de Mon Petit Gazon, qui est une application, sur, voilà, le foot. L'idée, c'est que les personnes qui ont créé Ma Petite Planète, ils se sont dit: «Mon Petit Gazon, c'est vraiment une application super engageante, tout le monde en parle, au bureau, il y a sans doute un truc à faire. Est-ce qu'on pourrait pas faire Mon Petit Gazon, mais, pour l'écologie?» Et du coup, ils ont créé Ma Petite Planète, qui est du coup une application qui permet de faire de la compétition amicale entre 2 équipes sur qui fait le plus d'éco-gestes sur une période donnée, 3 semaines. L'application fonctionne bien notamment parce qu'il y a de la compétition et que c'est de la compétition amicale. Donc c'est pas une compétition, où, les personnes qui sont en retard ou ce genre de choses, vont être désengagées, mais c'est plutôt quelque chose bon enfant et ça marche plutôt bien. Donc pareil, ils font pas mal d'éditions, notamment, gratuites pour les citoyens. Donc si vous avez envie de tester, avec, vos amis, votre famille, ça vaut le coup de regarder un peu comment ça fonctionne. Si on revient sur, les 9 leviers d'engagement et qu'on regarde ça, au prisme des exemples que je vous ai partagés, on voit que compétences et maîtrise, on a LinkedIn et Duolingo. On est vraiment sur le fait de progresser, apprendre des choses. On a Lilo qui nous donne du sens. On a Blablacar et Ma Petite Planète qui jouent plus sur le volet social. Airbnb sur la rareté et la pénurie. Bon, je vais pas forcément donner des exemples sur tous les leviers, même si j'aurais pu citer, Zombie Run du coup pour l'immersion aussi. Je pourrais vous partager si ça vous intéresse une base d'exemples, triés par levier avec pas mal d'exemples de gamification. On est, 130 je crois, listés dessus. Donc voilà, si vous avez envie de creuser, ça peut être pas mal. J'en profite, avant de parler un petit peu de plus de méthodo et de comment on fait de la gamification sur un projet, pour vérifier que vous avez pas de questions. Bah, s'il y a pas de questions, je continue, puis de toute façon on pourra toujours, prendre du temps pour discuter, en fin de présentation. Du coup, là je vous ai donné des exemples de gamification. Des exemples de gamification, ça se trouve quand même relativement facilement sur internet. Bon, j'ai une base d'exemples en plus, enfin bref. On trouve des exemples de gamification, mais c'est pas toujours facile de savoir comment on est arrivé là, en fait. Comment les gens ont réussi à trouver
quels éléments de gamification mettre en place dans leur projet, est-ce qu'ils ont fait des erreurs avant, quel process de conception, et cetera, et cetera. Et du coup, on se rend compte en fait qu'il y a de plus en plus de boîtes qui cherchent à faire de la gamification, mais qui arrivent pas nécessairement à atteindre leurs objectifs, ou des fois qui, en fait, n'ont même pas d'objectif en faisant de la gamification et du coup, bah, n'atteignent pas d'objectif non plus. Et on s'est dit: «Bah, en fait, comment on fait nous pour les idées?» Je vous ai dit, hein, chez Feedback, on fait aussi de la démocratisation de la gamification, c'est important pour nous. Et du coup, on a essayé de synthétiser un petit peu notre pratique et des bonnes pratiques qu'on avait pu, voir par ailleurs, des articles scientifiques et cetera, autour d'outils et d'étapes clés dans une méthode, afin de, permettre à des personnes qui ont envie de faire de la gamification de s'y retrouver un peu plus et d'être sûr de, voilà, pas louper des choses qui pourraient être importantes et du coup, ça nous permet aussi de transmettre un peu cette méthode-là. La méthode, elle s'appelle Feedback, elle repose sur 6 points clés un petit peu, qu'il faut, faire dans un projet de gamification. C'est pas, quelque chose de linéaire, c'est plutôt, itératif. Si vous êtes familier avec, Lean Startup, le design thinking et cetera, forcément il y aura des points communs. L'idée, c'est plutôt qu'il faut avancer étape par étape et faire des itérations en fonction de ce qu'on apprend, en faisant par exemple des tests avec des utilisateurs et cetera. Le but, pendant l'intervention, ça va pas être de vous présenter, toute la méthode et toutes les possibilités qu'il y a derrière et cetera, hein. C'est plus de vous donner un peu les grandes lignes pour vous montrer comment nous on travaille, sachant que forcément, la méthode, c'est bien sur le papier. Quand on est dans la pratique, il y a des choses qui peuvent bouger et notamment le fait que ce soit itératif fait qu'on n'est vraiment pas sur, une recette de cuisine de A à Z, quoi. Pour aider sur, le fait d'avancer sur la méthode, on a, créé des canevas. Donc c'est un peu comme des business model Canva, sauf que nous, c'est des canevas du coup sur la gamification. Et donc c'est des outils qui permettent aussi de réfléchir un peu plus sur comment on avance sur un projet de gamification et notamment, on en a sur les leviers d'engagement, donc ça c'est pareil, ça fera partie des ressources que je vous partagerai suite du coup à cette intervention. OK. Du coup, 1re lettre, le F et du coup dans la méthode feedback, un des points importants, c'est de définir ses objectifs. Mmh. Ça je pense que je vous l'avais, dit du coup en début d'intervention, hein, sur, la définition de la gamification. La gamification, c'est une méthode pour générer de l'engagement au regard d'objectifs spécifiques qu'on s'est fixés et du coup, c'est vraiment toujours la première étape. On se pose beaucoup la question de qu'est-ce qu'on cherche à faire avec la gamification et donc on essaye de définir des objectifs, les prioriser et ça va nous permettre en fait de vraiment, cadrer à quel moment on a envie d'intégrer de la gamification dans un projet. Pourquoi? Et ça va nous permettre de vérifier aussi que ce qu'on fait du coup, in fine, bah, ça fonctionne. Donc on a pas mal d'outils pour définir, ça de façon un peu plus, efficace. On utilise notamment la technique des OKR qui est, du coup une technique pour fixer des objectifs. On utilise beaucoup la méthode des 5 pourquoi. On aime bien poser la question pourquoi à nos clients pour comprendre vraiment à quel, endroit en fait ils ont envie de s'attaquer à cette question de problème d'engagement et donc c'est quelque chose qu'on fait, de façon assez spécifique. On pourrait croire que la gamification, c'est simplement donc avoir des idées de gamification, des idées fun et cetera, mais le fait de prendre du temps sur cette partie-là en amont pour être sûr d'avoir bien cadré le projet, c'est quelque chose qui fait gagner énormément de temps et qui permet de s'assurer qu'on avance dans la bonne direction. La deuxième étape, c'est, la lettre I. Le truc qui est super important aussi, c'est de connaître son public. Quand on fait de la gamification, on cherche à utiliser des mécanismes qui viennent des jeux pour faire de l'engagement et le truc, c'est qu'en fait, même si on parle simplement de jeux, comme vous l'avez vu dans le chat tout à l'heure, on n'a pas forcément les mêmes appétences. Il y a des jeux qu'on aime bien, il y a des jeux qu'on aime moins et cetera. C'est un peu pareil ici. Je vous l'ai montré avec les leviers d'engagement également. C'est super important en fait de comprendre pourquoi votre public, il n'est pas engagé. Si jamais il n'est pas engagé pour X raisons, peut-être qu'on va pouvoir être amené à trouver des éléments de gamification qui vont l'engager davantage, mais peut-être qu'en fait, c'est pas du tout une question d'engagement, peut-être que, par exemple, c'est une question de temps et moi, ça m'arrive de travailler sur des applications qui doivent être utilisées par des personnes, qui ont un temps, limité. Ça peut être, des cadres, ça peut être, des personnes qui ont un emploi du temps très chargé parce que, je sais pas, ils sont,
chauffeurs ou transporteurs ou ce genre de choses. Et en fait, quand on leur propose des éléments de gamification qui prennent 1 heure, forcément ça ne marchera pas. Donc c'est assez important de comprendre pourquoi les gens ont des problèmes de motivation. Est-ce que c'est vraiment des problèmes de motivation? Est-ce que c'est des problèmes de temps? Est-ce que c'est d'autres problèmes? Et ça va nous permettre du coup vraiment de calibrer la gamification pour que ça fonctionne sur un public donné. C'est assez, une mauvaise idée je pense, de dire: «Je fais de la gamification pour tout le monde». Généralement ça fonctionne pas, c'est un peu pour ça aussi qu'il y a des jeux qui fonctionnent bien, je sais pas en Europe, d'autres qui fonctionnent mieux dans les pays asiatiques et cetera. Parfois c'est aussi une question de culture. Je pense que c'est important de reconnaître que le projet qu'on va faire, il est pas forcément pour tout le monde, il est pour un public donné. Et s'il touche d'autres publics, tant mieux, mais en concevant de façon, spécifique pour un public donné, ça vous permet vraiment d'améliorer les chances d'avoir, de la gamification qui est efficace. 3e, moment clé, on va dire, de notre méthode pour faire de la gamification, c'est tout ce qui tourne autour donc des leviers d'engagement et dynamique de motivation de façon générale. Il faut choisir ces leviers d'engagement. Pour ça, du coup, comme je vous le disais, on fait pas mal de travail d'analyse, en fait, sur les leviers d'engagement. Alors on s'intéresse aux leviers d'engagement chez le public qu'on cherche à toucher. On a développé un questionnaire qu'on peut diffuser, pour eux, on a un jeu de cartes pour ça aussi. Mais le but, c'est vraiment d'essayer de prioriser certains leviers par rapport à d'autres pour les intégrer, du coup, dans notre expérience. On va aussi s'intéresser beaucoup à l'analyse de votre expérience donnée. C'est un peu plus simple de le faire sur des produits, numériques puisque l'expérience elle est un petit peu, «limitée» entre guillemets, mais ça marche bien sur d'autres supports. Si vous utilisez déjà certains leviers dans votre expérience, typiquement, imaginons que vous utilisez beaucoup l'immersion et qu'en fait c'est un truc qui intéresse pas votre public, en fait, certes vous avez des éléments qui sont inspirés de la gamification dans votre projet, mais c'est pas les bons pour votre projet et du coup ça peut être néfaste. Typiquement, on parlait de classement tout à l'heure. Les classements, c'est souvent vu comme un mécanisme très, classique de gamification et pour autant, c'est un mécanisme qui fonctionne pas du tout avec tout le monde. Il y a plein de gens qui aiment la compétition, mais il y en a plein qui aiment pas trop ça. En tout cas, ils aiment pas la vivre. Et du coup, si vous mettez, de façon, automatique un peu des classements partout dans vos projets, il y a des chances que ça désengage des personnes. Donc c'est un peu dommage. Mais si vous faites des sondages en amont, que vous discutez avec les utilisateurs et que vous vous rendez compte que si en fait ils adorent la compétition, pas de souci, vous pouvez mettre des classements. Après, bien sûr, il y a plein de façons de faire des classements aussi, donc ça peut être, une façon de contrebalancer un peu le fait que certains n'aiment pas, de trouver des classements qui sont un peu plus sympas. Typiquement, Ma Petite Planète, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont mis en place de la compétition amicale entre équipes de personnes qui se connaissent, parce que ça fonctionne un peu mieux que de la compétition pure et dure, où, vous êtes vraiment, ligués contre d'autres personnes, vous connaissez peut-être pas vos coéquipiers et cetera et cetera. Le but, du coup, de cette étape-là, c'est vraiment d'essayer de prendre, votre expérience et de avec, les leviers d'engagement, essayer en fait tout simplement d'aller un peu plus vers les attentes de vos utilisateurs. C'est assez compliqué, je trouve, de changer d'utilisateur si vous en avez déjà, dans tous les cas, vous pouvez pas forcément changer vos collaborateurs si vous cherchez à faire de la gamification pour vos collaborateurs. Du coup, c'est mieux de changer plutôt votre expérience que vous proposez pour coller à leurs attentes et du coup, pour ça, comme je vous le disais, on a créé un jeu de cartes qui permet d'avoir des idées plus facilement de gamification, c'est les Gamificarts. Du coup, c'est un truc qui fonctionne assez bien. Je les ai à côté, donc pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Sur chaque carte, en fait, vous avez, un icône, vous avez un titre, là c'est la carte badge et vous avez un petit texte qui vous explique ce que c'est. Vous avez les leviers d'engagement, qui vous permettent du coup ici de savoir, si ça fonctionne plus ou moins pour votre public. Et vous avez plein de questions qui sont marquées ici, qui vous aident en fait à comprendre un peu comment s'utilise un badge, quelles sont les raisons de succès, des badges et du coup, comment faire des badges correctement. Parce que souvent la gamification, c'est un peu une question de détail aussi, pas juste une question de mettre des badges, mais plutôt de mettre des badges qui fonctionnent bien par rapport à votre public. Donc voilà, les gamificateurs, comme je disais, vous les aurez, en PDF, pour, tester, ça vous permettra de voir si ça vous donne des idées intéressantes pour votre projet. OK. Je regarde juste, j'ai l'impression qu'il y a une question. Comment on commande un jeu de cartes? C'est une bonne question. Mmh. Je vous mettrai le lien, dans le chat, mais si vous voulez, vous pouvez regarder directement aussi sur notre site feedback.io, pardon. Vous pouvez trouver sur le site, mais vous l'aurez par mail aussi, je pense, du coup,
une version test avec 18 cartes PDF qui vous permet de tester, c'est gratuit, puis c'est plutôt sympa pour commencer. On a une version de 90 cartes qui est un peu plus complète, qui est achetable directement sur le site en version numérique. La version physique, pour l'instant, n'est pas achetable, parce qu'on est en train de signer un partenariat avec un revendeur. Du coup, en attendant ça, mais ce sera probablement pour la semaine prochaine. Pour l'instant, on ne vend plus les versions physiques. Donc ça va revenir bientôt. Puis il faut laisser son mail. Et comme ça, vous aurez les infos dès que c'est dispo. Donc voilà pour le jeu de cartes. Du coup, on a fait à peu près la moitié de la méthode. L'étape B, elle s'intéresse au bénéfice des utilisateurs. C'est une étape qui est assez importante, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projets de gamification qui se disent « Ok, on va faire ça, on va mettre des badges, on va mettre de la compétition, machin, etc. » En fait, ils ne se posent pas trop la question de, in fine, qu'est-ce que ça apporte à leurs utilisateurs. Si vous faites simplement de la gamification pour le fun, en fait, il faut se dire que vos utilisateurs, s'ils ont le choix probablement entre un jeu et votre truc gamifié, ils vont peut-être aller plus vers le jeu. Donc en fait, il faut que votre projet n'oublie pas son objectif premier qui était d'apporter de la valeur à vos utilisateurs. Et donc en fait, on a quelques outils pour se reposer un peu les questions de voilà, qu'est-ce qu'on apporte vraiment à nos utilisateurs. C'est une étape qui sert un peu à se rassurer et qui sert à vérifier qu'on est toujours bien aligné sur le projet initial. Donc voilà. Ensuite, on a l'étape A qui, en fait, c'est tout simplement une étape qui est plus liée au prototypage et notamment aux boucles d'engagement. Les boucles d'engagement, c'est un concept qui est inspiré des jeux. Dans les jeux, on a des boucles de gameplay. C'est en fait des éléments qui sont conçus par les game designers pour faire en sorte que vous ayez envie de jouer et que le jeu, voilà, il y ait plusieurs étapes qui se répètent, etc. et que vous jouiez de façon répétée jusqu'à arriver à la fin de la partie. Ou de façon infinie, entre guillemets, sur des jeux type World of Warcraft ou ce genre de choses. Nous, on utilise un concept qui est un peu similaire dans la gamification, qui s'appelle la boucle d'engagement. L'idée, c'est de définir du coup une activité qui est plaisante et répétable, donc une activité que votre utilisateur va pouvoir faire plusieurs fois, d'y associer un feedback pour que l'utilisateur il sache s'il a fait correctement ou pas. Il faut que le feedback il soit immédiat pour qu'il le reçoive dès qu'il a fait l'activité. Il faut intégrer des éléments de progression et d'investissement. Le but, c'est que, vu que vous allez avoir envie que l'utilisateur y répète l'activité, si l'activité elle change jamais, s'il n'y a rien qui change, l'utilisateur en fait il va assez vite se lasser. Donc vous avez besoin de montrer qu'il a progressé, qu'il a peut-être de la possibilité de s'investir autrement, peut-être qu'il va débloquer des nouvelles compétences, peut-être qu'il y a des choses qui sont aléatoires, etc. Donc ça, c'est pas mal des éléments qui peuvent être imaginés, notamment avec les gamificateurs dont je vous ai parlé avant. Et ensuite, on a besoin d'un élément qui va déclencher à nouveau l'activité plaisante et répétable. Ça peut être un élément qui déclenche ça de façon externe. Ça peut être une notification sur une app, ça peut être un mail, ça peut être au bureau quelqu'un qui parle de l'activité. Du coup, ça rappelle à l'autre personne qu'il y a besoin de la faire, etc. Ça peut être aussi un déclencheur interne. Si je fais le parallèle avec les réseaux sociaux pour donner un peu l'exemple, souvent quand on s'ennuie, si on a son smartphone à côté, on va sur un réseau social. Par exemple, le déclencheur de je vais sur LinkedIn scroller quelques temps parce que je m'ennuie. En fait, c'est un trigger interne, c'est je me suis ennuyé, paf, j'ai ouvert le fil d'actu sur LinkedIn. Feedback, j'apprends des choses cool ou pas cool, je vois qu'il y a un client qui a gagné une récompense, je vois qu'il y a un concurrent qui a gagné un nouveau projet que j'avais répondu aussi, enfin bref. Et voilà, on scrolle un petit peu et puis quand on a fini, on arrête et puis quand on s'ennuie, pof, ça revient. Donc voilà un petit peu pour illustrer le côté boucle d'engagement. Donc ça, c'est un concept qui est assez important et on a des canevas du coup pour aider à travailler ça aussi. Et du coup, dans cette étape, on s'intéresse, en parallèle des boucles d'engagement, on s'intéresse beaucoup au système de progression. Parce que souvent, la gamification a pour objectif d'aller en fait un peu loin sur tout ce qui est fidélisation, etc. Et du coup, le système de progression permet en général de travailler cet aspect-là. Donc on a 4 étapes qu'on retrouve très souvent dans la gamification, qui sont la découverte, l'onboarding, la montée en compétences et la maîtrise. Découverte, c'est essentiellement du marketing. Comment on fait découvrir l'expérience gamifiée à des personnes. L'onboarding, c'est les premiers pas, tout simplement. Donc c'est là où on va, comme avec LinkedIn, mettre une barre de progression, ce genre de choses.
La montée en compétences, c'est là on retrouve une ou plusieurs boucles d'engagement qui vont permettre à l'utilisateur de progresser en faisant plusieurs fois l'activité qu'on a envie qu'il fasse. Et la phase du maîtrise, c'est quand il a fini grosso modo cette phase de progression. Et en maîtrise, du coup, il a un peu deux options. C'est soit il est sur une expérience où il y a une fin, et du coup peut-être il part sur quelque chose d'autre. Donc imaginons par exemple une formation gamifiée. Bah, quand il arrive à la maîtrise, il a maîtrisé le sujet, peut-être il a fini la formation et peut-être il va se former sur autre chose. Dans des expériences où on cherche à fidéliser de façon très longue, généralement la maîtrise, c'est une phase où en fait on va donner des nouveaux rôles aux utilisateurs. Par exemple, on va leur donner un rôle d'ambassadeur pour qu'ils accueillent les nouveaux utilisateurs qui sont en phase d'onboarding ou des choses comme ça, ce qui va permettre de leur donner une utilité différente, d'autres actions et finalement quelque part recommencer un peu ce système de progression, quoi. Enfin, l'étape K pour KPI, l'idée c'est que la gamification, le but c'est que ça fonctionne, donc on va faire en sorte de mesurer différents indicateurs de succès qui sont généralement fixés quand on commence à travailler sur la gamification. Un truc qui me paraît assez important à dire ici, même s'il y a plein de choses à dire sur le sujet, c'est que en fait, la gamification, elle fonctionne quand le projet, il fonctionne. C'est-à-dire que si vous faites en sorte que vos utilisateurs, ils soient contents, qu'ils s'amusent, mais qu'en fait, ils fassent pas les éléments pour lesquels vous avez commencé à faire de la gamification, bah, je pense que ça veut dire que la gamification, elle est pas complètement efficace et du coup, il y a peut-être des choses à revoir. Je pense que, par exemple, si vous avez pour objectif de faire passer des messages et que vous utilisez la gamification et que les gens, ils sont contents, ils ont passé un bon moment, un peu en mode team building et cetera, mais qu'ils ont pas retenu le message que vous vouliez leur faire passer, c'est qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas et c'est un des trucs qui explique pourquoi la gamification, c'est un peu compliqué aussi à bien équilibrer et ça explique pourquoi c'est important de travailler les étapes en amont pour, ne pas perdre, de vue, le pourquoi vous faites la gamification. Et du coup, je vous ai parlé un peu d'exemples, de méthodos, arrive le moment où on peut parler un petit peu de comment on fait pour financer un projet de gamification. Et pour ça, du coup, je laisse la parole à la BPI. Bon, je prends la main, Rémi, c'est ça? Ouais, Florent, si tu veux commencer. Ok. Et, merci beaucoup, Alexandre, en tout cas pour tout ça. On a bien retenu les exemples sur la course à pied. Ça doit donner envie de courir vite, le jeu avec les zombies, là. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, bonjour à tous. Donc là, j'ai mis enfin, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Florent Genoux, je suis délégué innovation pour BPI France. Donc, je suis basé à Grenoble, dans les Alpes. Moi, j'ai un périmètre géographique qui couvre l'arc alpin, mais j'ai des homologues dans absolument toutes les régions de France. Donc, en gros, où que vous soyez, je vous encourage à vous faire connaître, si ce n'est pas déjà fait, de BPI France. Pourquoi j'ai mis ce diagramme avec plein de choses dessus? En fait, il y a plein de choses parce que l'idée, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de choses sur le diagramme parce qu'on peut faire plein de choses pour vous, globalement. Et plein de choses pour vous, ça veut dire à plusieurs stades de la vie, ça veut dire en gros à tous les stades de la vie d'une entreprise, du jour 1 de sa création jusqu'à sa cotation en bourse. Donc le jour où c'est une trop grosse entreprise, là, ça sort de notre champ. Et donc, il y a plein de choses sur ce diagramme aussi parce que ces dispositifs, ils sont censés être un peu adaptés aux différentes phases de vie d'une entreprise et aux différents projets qu'elle va mener qui vont être d'ordre divers, de développer une techno, d'adresser des nouveaux marchés ou typiquement, comme on vient de le voir, de se lancer dans une démarche de gamification ou de prise en compte du design dans la conception de ces produits. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on s'est financé tous les types d'entreprises, de tous les secteurs, que ce soit des startups, qui généralement nous connaissent bien, mais aussi des PME qui ont une activité plus traditionnelle, et prendre en compte typiquement des notions de design ou de gamification, ce n'est pas réservé aux startups. Ça marche très bien aussi pour une entreprise qui peut être historique, centenaire, et puis qui peut se dire que peut-être qu'elle a des choses à gagner à mieux engager ses utilisateurs. Donc, c'est pour ça que nous, on finance ce diagnostic design, dont Rémi, je pense, dira quelques mots ensuite. C'est parce qu'on est convaincu que c'est un coup de pouce qui est important. Enfin, c'est pas un coup de pouce, c'est même déterminant. Que avoir une belle techno, c'est chouette, mais si
comment dire, si l'ensemble n'est pas présenté de manière soignée, si on n'engage pas ses utilisateurs, ben c'est réellement dommage. Donc, avant d'aller plus précisément sur le détail, donc oui, je vous ai dit, globalement, tous ces outils servent à financer l'innovation, sachant que de notre point de vue, se lancer dans une démarche de gamification ou d'appréhension du design, on va considérer que c'est une démarche d'innovation. Et nous, notre vision d'innovation est excessivement large aussi. Hein. Donc, il n'y a pas que la techno qui sort des labos de recherche qu'on va considérer comme de l'innovation, mais c'est vraiment une innovation au sens large. Il y avait un petit livre jaune qui avait été publié par BPI-France il y a quelques années, qui s'appelait Inno Nouvelle Génération, qu'on trouve sur Internet, et qui présente, qui ouvre un peu le panel, qui ouvre les chakras de ce qu'on appelle l'innovation. Et bah, typiquement, tous les exemples qu'a donné Alexandre, les plateformes, par exemple, les modèles de plateforme, type LinkedIn ou Airbnb, bah, alors d'un point de vue technique, à la base, c'est pas forcément, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est une autre complexité. Mais par contre, c'était une innovation d'usage et de service incroyable, qui a complètement changé nos modes de vie. Donc tout ce type d'innovation, vraiment au sens large, et pas que techno, donc innovation de service, d'usage, de modèle économique, innovation dans le marketing, enfin tout. On est fermé à absolument rien. C'est juste que peut-être ça va se financer avec des outils différents, voilà, selon la nature du projet. Mais en gros, voilà, mon message, c'est de ne pas vous censurer. Et alors, pour ce qui concerne plus précisément la prise en compte de la dimension design et gamification, je pense qu'il y a deux. Alors, enfin, je parle un peu sous contrôle de Rémi et d'Alexandre aussi. Mais généralement, ça commence par un diagnostic, par un peu savoir, faire un état des lieux, savoir où on en est. Est-ce que notre produit il a suffisamment pris en compte des notions de gamification et de design? Donc, savoir où on en est, ça c'est un peu l'objet de ce diagnostic qui fait un état des lieux et qui généralement est accompagné de recommandations pour la mise en œuvre ou l'appréhension d'une meilleure gamification du produit ou du service. Donc, il y a ce diagnostic qui est une première étape. Et ensuite, typiquement, le coût que va représenter la mise en place de ce processus de gamification, on sait aussi le financer avec plein de choses, avec des subventions, typiquement, qui s'appellent les aides à la faisabilité de l'innovation. C'est des subventions jusqu'à 50 000 euros. Pour les jeunes entreprises qui viennent de se créer, il y a une bourse French Tech, qui est pour les entreprises de moins d'1 an. C'est une subvention de 30 000 euros qui couvre jusqu'à 70% d'une assiette de dépenses. Donc, en gros, vous nous présentez 45 000 euros de budget lié à un projet d'innovation ou de gamification, par exemple, on peut en financer 70% jusqu'à 30 000 euros. Et c'est de la subvention. Donc, c'est des dispositifs qui sont hyper incitatifs. Vous n'avez pas à le rembourser. La seule condition qu'on va demander, c'est que, quelque part, vous ayez de quoi financer la part qu'on ne finance pas. Donc, si on finance 70% de 45 000 euros, il faut que vous ayez les 15 000 euros restants, en gros. C'est un peu la logique de BPI-France. C'est qu'on ne peut pas financer 100% du coût d'un projet. Ce n'est pas la vocation d'un organisme public comme nous. Au contraire, on vient faire un effet de levier sur un effort privé qui aura été fait. Donc, typiquement, c'est si au moment où vous levez des fonds, à quel que soit le stade, la love money sur quelques dizaines de milliers d'euros, ou des centaines de milliers ou des millions, on va systématiquement essayer de s'adosser à cette opération pour venir compléter cette levée de fonds, faire un effet de levier avec des aides à l'innovation ou des prêts sans garantie qui vont venir financer votre déploiement commercial. Donc, des dispositifs, il y en a plein. Vous n'avez pas besoin de les connaître. C'est un peu comme quand on va chez le médecin. On n'y va pas en sachant ce qu'on a. Mais là l'idée, c'est de se faire connaître auprès des chargés d'affaires innovation qui sont sur vos territoires, de leur présenter votre projet. Et c'est leur job d'essayer de voir avec lequel de ces dispositifs donc, que vous avez sur cette diapo peut vous accompagner au mieux, compte tenu de vos moyens, de l'état de développement, etc. J'ajoute un complément, c'est qu'on n'est pas une de nos seules limites. Donc, on va regarder que vous ayez les moyens de mener bien le projet avec notre coup de pouce. C'est que typiquement, on peut pas aider une entreprise de quelque manière que ce soit le jour où elle n'a plus rien, en fait. On n'est pas du tout une banque pompier, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, c'est quand ça va bien qu'on peut faire des choses pour vous. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir consommé tout son cash et d'être au bord de la faillite pour venir nous voir, parce que là, on ne pourra pas intervenir, on n'aura pas le droit. Et je dis ça parce que c'est souvent, quand une levée de fonds est réalisée, on a des moyens, et donc c'est pas à ce moment-là qu'on pense à faire un effet de levier, c'est normal. En revanche, c'est là qu'on sera le plus à l'aise, nous, pour maximiser ce qu'on peut faire à votre profit.
Voilà, donc mon message clé, c'est de vraiment pas vous censurer sur vos projets. La prise en compte du design, la gamification, c'est réellement un enjeu clé. Et c'est dommage. Alors moi, je suis à Grenoble, qui est un gros spot d'innovation très technologique, de ce qu'on appelle la deep tech. Et notamment pour toute cette population d'entreprises très technologiques qui sortent des labos avec des ruptures technologiques qui nécessitent des années de développement, la prise en compte du design, c'est quelque chose qui est fondamental et qui n'est pas forcément ultra évident. On est sur des populations de chefs d'entreprise qui souvent viennent du monde académique, ou en tout cas en sont proches, et qui n'ont pas forcément appréhendé à quel point c'est déterminant. Or, ça l'est. Ça l'est, et pour un coût qui finalement est marginal par rapport à l'intensité capitalistique du projet. Donc, c'est réellement important de garder cet aspect au cœur du projet. D'où le fait que nous, on propose ce Diag Design notamment. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on s'est un peu rendu compte que ça peut vraiment changer la donne. Et à deux projets comparables, celui qui aura intégré une notion de design, il aura peut-être plus de succès que celui qui a mis ça de côté en considérant que c'est un aspect périphérique. Voilà ce que je pouvais vous dire. Rémi, je te laisse compléter. Oui, merci beaucoup. Du coup, Florent, je vais prendre le relais sur la partie accompagnement. Du coup, pour rebondir sur ce que disait Florent, on n'est pas une banque pompier, mais s'il y a une direction de l'innovation chez BPI France, c'est parce que on a une capacité, une certaine appétence au risque, et on est là justement pour faire un effet de levier sur des projets qui parfois sont plus risqués, sur lesquels les autres acteurs n'iraient pas. BPI France est là pour avoir ce levier. Et on a plein de métiers, donc il y a plein d'offres différentes. Il y a le financement dont a parlé Florent, et nous, du coup, au pôle accompagnement et innovation, on travaille sur, une fois que vous avez des financements, comment est-ce que vous allez, entre guillemets, dépenser pour que ce soit le mieux optimisé possible pour faire avancer vos projets. Et là, on propose toute une gamme de dispositifs d'accompagnement, du coup, pour vous aider, pour vous faire conseiller et optimiser du coup l'impact de vos investissements. Donc, c'est ce qu'on appelle les diagnostics innovation. En deux mots, les diagnostics innovation, du coup, c'est des prestations d'accompagnement ou de conseil qui sont réalisées par un expert externe à BPI et financées en partie par BPI, en général à 50%, sur des thématiques qu'on a définies en avance comme étant des thématiques sur lesquelles beaucoup d'entreprises ont des besoins. Donc, nous, on a défini un cahier des charges, on a été chercher des financeurs pour vous aider à financer ces thématiques-là, et on prend en charge 50% en général des prestations des experts. Parmi ces prestations, donc, on va faire un petit focus sur le Diag Design, qui est du coup la prestation qui peut vous permettre d'accompagner, de vous faire accompagner sur la gamification ou sur d'autres thématiques liées au design de vos produits. Donc, le Diag Design, c'est un dispositif qui s'adresse aux startups et aux PME qui ont un ou plusieurs projets d'innovation et qui veulent se faire accompagner sur le design de leurs produits. On est vraiment sur cette partie produit, mais la gamification, par exemple, comme le disait Alexandre, ça peut permettre d'engager et du coup d'ajouter des fonctionnalités pour améliorer l'impact et pour améliorer la fidélisation de vos produits. Donc ça rentre complètement dans ce dispositif. C'est des prestations qui peuvent aller jusqu'à 3 000 € hors taxe pour 3 jours d'accompagnement, 4 000 € hors taxe si on est sur des projets industriels. Et pour faire la demande, donc que ce soit sur le Diag Design ou sur toutes les autres offres, faut nous envoyer un mail donc à équipe.diag@bpifrance.fr, ou bien encore une fois vous rapprocher de vos chargés d'affaires, parce que c'est eux qui vont avoir la meilleure vision sur tous nos dispositifs et qui vont pouvoir aller plus loin que simplement les prestations d'accompagnement, qui vont pouvoir coupler avec des prestations de financement pour accompagner plus globalement vos projets. Donc, en tout cas, si vous avez la moindre question, que ce soit sur l'accompagnement ou sur le financement de vos projets, n'hésitez pas, profitez-en. Là, on est disponible pour vous répondre. Et puis sinon, on redonne la parole à Alexandre. Ton micro est coupé, Alexandre. Ouais, bizarre. Je coupe normalement avec le bouton sur le micro. Mais bref. Du coup, en attendant que des questions surgissent, je vous donne quelques exemples un petit peu de projets qui ont été accompagnés grâce au Diag Design sur la gamification. Ça vous permet de voir un peu des sujets. Je vais essayer de vous dire aussi un peu ce qu'étaient les entreprises. Donc, il y avait moi, Pushtalent, Neuroprofiler et Gecko.
Je vais commencer par Moa parce que c'est, je pense, un des cas les plus classiques. En fait, Moa, c'est une start-up lilloise. Pour le coup, j'étais à Lille pendant un temps, donc on fait pas mal de projets par là-bas. Donc Moa, c'est une start-up lilloise qui a pour objectif de mettre le mieux-être à portée de main des collaborateurs des entreprises qui sont leurs clients. Donc ils ont tout un tas d'activités autour du mieux-être, qui est sur l'activité sportive, sur le mental, etc., qui fonctionne très bien. Et ils avaient envie de développer une application pour fidéliser les utilisateurs et faire un peu le lien entre les différentes activités. Et aussi, tout simplement proposer un peu plus de contenu, permettre aux gens de faire remonter de l'information, vérifier que ça allait bien, etc. Enfin bref, il y avait un intérêt pour eux d'avoir du coup un outil numérique à portée de main des collaborateurs d'entreprise. Donc ils avaient commencé à développer ça, à intégrer leur maquette, faire du dev, etc. Et ils avaient en tête depuis un moment qu'ils avaient besoin de travailler sur cette notion justement de fidélisation, parce qu'en fait, s'ils ont une application qui est utilisée par personne ou qui est utilisée que de façon très très ponctuelle, l'application, toutes ses vertus sont un peu perdues. Donc ils ont décidé de faire appel à moi via un Diag Design pour les aider justement à faire un audit un peu de leur pratique de la gamification jusqu'ici, identifier des recommandations. On a fait un atelier collaboratif avec les différentes personnes impliquées sur le sujet chez eux aussi, pour générer pas mal d'idées avec les gamificards, etc. Et on a du coup identifié vraiment pas mal de recos qui sont en train de mettre en place actuellement. Et donc, ce qui est intéressant dans le cas de Moa, c'est que c'est un cas assez classique, c'est-à-dire qu'ils ont une application qui est assez importante dans leur business, et ils ont besoin de fidéliser. Je pense que c'est le cas le plus courant sur lequel je suis sollicité pour répondre à des questions, pour faire des prestations. C'est comment je fidélise les utilisateurs sur mon application, parce que c'est un enjeu qui est assez important, et on n'a pas forcément les outils ou les techniques pour faire ça. Le Diag Design, du coup, ça me permet de faire audit plus reco sur ce sujet-là, donc ça fonctionne très très bien comme format. Un autre exemple dans la région lilloise, mais assez différent pour le coup, c'est Geco. Alors Geco, c'est une entreprise qui collecte et valorise plein de biodéchets, et notamment ils collectent et valorisent les huiles de friture, et ils s'en servent pour faire du biocarburant. C'est basé à Lille. À Lille, il y a pas mal de personnes qui bouffent des frites, forcément, et c'est le cas en Belgique aussi. En Belgique, en fait, ils ont des points d'apport volontaires qui permettent, du coup, aux gens qui font des frites chez eux, ou les restaurateurs, etc., de, en fait, jeter correctement les huiles de friture. En France, c'est pas trop le cas, et du coup, ils ont développé donc quand même des points de collecte, et ils avaient envie de faire de la sensibilisation auprès des citoyens sur, les enjeux de la collecte de l'huile de friture, comment recycler correctement, etc. Parce que Geco, c'est une entreprise de l'ESS, donc elle a, outre les objectifs un peu de rentabilité, etc., elle a des objectifs également d'impact. Donc elle avait vraiment envie de sensibiliser. Ils avaient commencé du coup une réflexion sur une application de sensibilisation autour des biodéchets. Et donc ils m'ont sollicité pour savoir si c'était pertinent, et si c'était pertinent sur des recos de gamification également. Et du coup, l'audit a eu pour objectif de vraiment vérifier si c'était intéressant pour eux ou pas de poursuivre ce développement, parce que à la base, c'est pas dans leur cœur business. Leur business, c'est de récolter l'huile de friture, mais chez des pros, en fait, qui ont des quantités assez importantes. Et en fait, je vous spoil un petit peu, mais dans l'audit, c'était mon premier Diag Design d'ailleurs. Dans l'audit, effectivement, j'ai identifié que c'était pas quelque chose de pertinent à continuer, et du coup, Diag Design leur a permis d'éviter de dépenser beaucoup d'argent pour lancer une app qui, en fait, aurait intéressé pas grand monde. En revanche, je leur ai quand même donné des recommandations, et notamment la possibilité d'aller chercher des partenaires qui, eux, sont intéressés et qui ont déjà des actions de sensibilisation pour faire des actions communes. Et ils n'ont pas poursuivi sur le volet applicatif, mais ils ont lancé pas mal d'actions de sensibilisation avec des partenaires, surtout les Hauts-de-France, qui fonctionnent assez bien et qui coûtent beaucoup moins cher que de développer une application. Donc je trouve que c'est plutôt, de leur côté en tout cas, c'était plutôt un investissement intéressant de faire un Diag Design pour éviter de dépenser un peu trop d'argent sur ce projet.
Tout ça pour vous dire qu'on n'est pas obligé non plus d'être une entreprise 100% numérique pour faire de la gamification ou des tech design, loin de là. Push Talent, pardon, on est à nouveau sur un projet un petit peu comme moi, c'est-à-dire qu'on a une startup qui propose une application et qui a des gros enjeux de fidélisation. Donc là, on est sur une entreprise qui a pour objectif de faciliter la cooptation en entreprise. La cooptation, c'est quand un salarié actuel recommande quelqu'un de son réseau pour prendre un poste dans la même entreprise. Et généralement, c'est quelque chose qui marche bien parce que ça raccourcit le parcours de recrutement. Les personnes recrutées en cooptation, généralement, restent plus longtemps. Et ça participe voilà, à la bonne entente dans l'entreprise, parce qu'on ne recommande généralement pas des personnes avec qui on ne s'entend pas. Donc ça permet d'avoir des personnes qui correspondent plutôt bien généralement à la culture d'entreprise. Donc ils ont facilité avec leur application ce process-là, et on nous a sollicité assez vite. En fait, ils étaient en train de faire leur test. Ils avaient des protos qui étaient mis à disposition de différentes entreprises, et donc on a été sollicité pour faire à nouveau de l'audit et des recommandations sur la gamification. Un des points particuliers sur ce projet-là, c'est qu'on a fait pas mal de recherches utilisateurs pour aller comprendre justement un peu les attentes des collaborateurs en termes de cooptation, de récompense, de transparence, etc. Et du coup, on a fait des recos qui allaient dans le sens des infos qu'on avait récoltées auprès des utilisateurs. Donc c'était un projet qui était plutôt chouette, et l'application, parce que le projet, là, l'IEC Design, il date d'il y a quelques années déjà, le projet continue à tourner, donc on est plutôt content. Donc voilà. Enfin, quatrième projet que j'avais envie de vous présenter sur le Deck Design, parce que celui-là, à nouveau, il est un petit peu différent de moi et de Push Talent, c'est Neuroprofiler. Neuroprofiler, c'est une entreprise qui met à disposition pas mal d'outils pour travailler sur tout ce qui est finance comportementale. Ils travaillent avec des acteurs privés, c'est pas une boîte qui travaille directement en B2C. Ils ont plein de solutions, ils touchent à plein de sujets qui sont notamment réglementaires, etc. Et en fait, ils ont notamment un questionnaire où ils avaient l'impression qu'il y avait une marge de progression sur l'expérience qu'ils proposaient aux clients de leurs clients. Donc un questionnaire réglementaire, c'est quelque chose qui généralement est assez chiant à faire, que la personne n'a pas envie de faire. Et du coup, l'idée, c'était tout simplement d'essayer de comprendre quelles étaient un peu les attentes, frustrations, les peurs des personnes qui allaient passer le questionnaire, pour faire en sorte que le questionnaire y reste valable de façon réglementaire, mais qu'il soit plus agréable à faire, que du coup, il améliore aussi la perception de la marque, parce que c'est un peu ça l'objectif, se dire, ah tiens, en fait, le questionnaire ici, il est beaucoup mieux que ce que j'aurais fait chez le concurrent, et donner tout simplement aux utilisateurs davantage de plus-value grâce au questionnaire, que ce soit pas juste une obligation et tu te dis, bon, bah, je l'ai fait parce que c'est obligatoire, mais ça m'apporte rien d'autre. Du coup, on a pas mal travaillé là-dessus, et c'est un sujet assez intéressant, et je trouve ça cool que la gamification, elle se limite pas du coup à des projets un peu grand public, ou sur des sujets qui sont un peu sexy comme le bien-être ou ce genre de choses, mais qu'on s'intéresse aussi à des sujets qui sont un peu techniques. C'est pas le seul sujet qui est un peu technique, chiant, sur lesquels j'ai pu travailler, mais je trouvais que celui-là, c'était un bon exemple, et vu qu'en plus c'était financé par Indiac Design, voilà. Donc voilà pour le quatrième projet. Je vous mets dans le chat, si vous voulez, un petit formulaire aussi de récolte d'infos de ce que vous avez pensé de la présentation. Hop. Si vous avez envie de donner quelques infos, moi ça me permet d'améliorer mes futures présentations. Et puis on est dispo pour vos questions, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Alexandre. Super intéressant. N'hésitez pas du coup à poser toutes vos questions sur la gamification ou sur les dispositifs de financement qu'on vous a présentés. Quoi qu'il en soit, vous allez recevoir du coup un petit mail avec un questionnaire, le questionnaire de satisfaction de l'atelier qui est hyper court. Donc si vous voulez prendre quelques secondes pour y répondre, ça nous aide beaucoup à nous améliorer. Vous allez recevoir aussi le replay de l'atelier, donc que vous pourrez revoir ou partager à vos équipes si ça vous intéresse. Et on peut vous partager aussi la présentation et le contact de Alexandre si vous voulez aller plus loin du coup sur le sujet. Comme ça, vous aurez toutes les clés en main pour réussir vos projets de gamification.
Oui, dans tous les cas, même si vous répondez pas à mon formulaire que j'ai mis dans le chat, je vous envoie des ressources. Mais bon, si vous avez des demandes spécifiques, le formulaire est bien pour ça aussi. J'ai remis le lien, le deuxième, ça devrait fonctionner, non? bit.ly.com/gamification-du6 BPI. Non, ça fonctionne pas. Ah ah. Pourtant, c'est ça. Tout ne fonctionne pas. Décidément. Sinon, vous pouvez essayer de le scanner avec votre téléphone. J'ai mis un Bitly pour changer. Et sinon, je vais vous mettre le bon lien, du coup, directement, le temps de me connecter sur l'outil. C'est pour tester la gamification du chat. Du chat ou du chat, d'ailleurs? Parce que c'est pas la même. Hein. C'est pas la même chose. Ah, bah ouais, mais là c'est my bad. C'est moi qui ai fait quelque chose, je pense, de pas bon sur le lien. Ouais, merci Sabine, avec plaisir. Bon, bah, sinon, on pourra vous envoyer peut-être, Alexandre, le lien par Oui, mail dans la foulée. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut clore l'atelier. Merci encore, Alexandre, pour toutes ces infos. Merci beaucoup aussi, Florent, pour ta participation. C'était top. Merci à vous. Et encore une fois, si vous avez la moindre question, bah, on est disponible pour vous répondre. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez vous faire accompagner. Ouais, avec plaisir. Et du coup, oui, Ludovic, ce sera je mets je transmets le support à Rémi pour qu'il puisse. Et vous aurez, en effet, le support, tout à fait. Génial. Et ben merci beaucoup. Bonne fin de journée, bon week-end à tous, et puis à très bientôt. Ouais, merci. À bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir.